Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle saison de Casa Foot, votre balado podcast vidéo diffusion portant sur toute l'actualité de la Bundesliga et du football allemand. À mes côtés, comme d'habitude, je retrouve de retour des Jeux Olympiques et aussi du suivi du mercato et du dernier Euro disputé en Allemagne. Et vous pouvez être certain qu'on va en parler pour cette grande première de cette nouvelle saison. On retrouve le Kaiser, donc, David Lortolari, avec grand plaisir. David, hello friend, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. Ça démarre, ça démarre. La Coupe d'Allemagne, le championnat. J'ai mon petit tableau pour suivre semaine après semaine les matchs et essayer de rien louper des tendances up and down des équipes de Bundesliga. L'Euro nous a apporté de l'émotion, un peu de frustration. On va pouvoir peut-être en dire un mot. Et puis les Jeux Olympiques, beaucoup, dont moi, anticipaient des grosses difficultés, des transports, de logistique, de tenue générale. Ça s'est bien passé. Il a fallu y mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait partie aussi des choses qui sont un peu moins expliquées au grand public. Mais voilà, il y avait un budget de départ. Il a été multiplié par 3, peut-être plus. En tout cas, la magie des Jeux a opéré. Et on est en train de vivre encore les Paralympiques pour terminer cet été. Ouais, et puis l'Allemagne, ça redémarre. Et l'équipe nationale aussi, ça fait beaucoup de choses en même temps. Les supporters commencent à être un peu, comment dire, il y en a presque un peu trop, hein, à la fois avec les coupes, les coupes européennes qui vont reprendre, l'équipe nationale, les équipes nationales pour ce qui est de l'Allemagne. Quand on aura terminé notre premier podcast là, on aura un match contre la Hongrie ce week-end. Ça reprend très vite. Les championnats qui ont commencé à livrer leur première vérité. Donc, ouais, le cirque du sport ne s'arrête jamais. C'est vrai, Mathieu. Mais ça m'amène déjà à la première question de cette émission et qui concerne l'Euro. On va reculer un peu en arrière, puisqu'on s'est quitté justement en parlant de cet Euro disputé en Allemagne. Puis la première question qu'on se posait, c'est est-ce que l'Allemagne va reconquérir son public? Parce que c'était souvent dans nos sujets de discussion, David, et tu en parlais beaucoup, étant donné les insuccès de l'équipe allemande au cours des dernières compétitions internationales, il y avait un public à reconquérir. On n'avait pas de grandes attentes. Alors, avant d'en venir aux résultats proprement dit, au parcours de l'équipe allemande, je voulais savoir, selon ce que tu as pu voir, ce que tu as pu lire, ce que tu as pu entendre de là où tu es, est-ce que cette équipe allemande a réussi à reconquérir son public? Oui, très largement. Je crois qu'on peut le dire. Il faut tout de suite mettre le bémol d'emblée que le public allemand, il suffit de regarder ne serait-ce que les réseaux sociaux, d'écouter un petit peu les supporters. Ils ne se font absolument pas d'illusions sur l'idée de régner de nouveau tout de suite sur l'Europe, sur le continent, sur une Coupe du Monde. Ça, non, ça certainement pas. Ils ont bien conscience des failles de leur équipe nationale, du fait qu'il va falloir retrouver une succession à Manuel Neuer, que l'attaquant de pointe n'est pas Erling Haaland, etc., etc. Ils ont tous conscience de cela, mais néanmoins, la connexion entre l'équipe nationale, son encadrement et le public allemand s'est refaite. C'était très très largement abîmé ce lien depuis 2016, après 2016, aux catastrophes de 2016, 2018, 2020, catastrophe ou relative catastrophe. Et puis là, on a retrouvé effectivement une espèce oui, d'attachement sans y mettre de conditions. C'est-à-dire, ok, si on va en demi-finale, ça sera déjà très bien. Il y a un côté festif. C'est à peu près ce qui s'est passé. Et je parlais tout à l'heure de notes de frustration parce que bien sûr, avec le recul, à chaud, ça a été une évidence qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais avec le recul, ça l'est encore plus. L'élimination de l'équipe d'Allemagne contre l'Espagne, certes, n'est pas imméritée sur le plan sportif parce que l'Espagne derrière va au bout et elle le mérite, mais cette élimination s'est faite quand même, Mathieu, dans des circonstances improbables. Ce penalty qui n'a pas été accordé aux Allemands, vous vous souvenez de cette main de Cucurella dans la surface? Bien sûr, c'est l'une des images fortes de cet Euro. Donc si on ajoute cette fiction à la réalité, c'est-à-dire la réalité d'une équipe d'Allemagne qui a retrouvé un peu de moelle, un peu de capacité à gagner des matchs, un peu d'allant, un peu de positif. Si vous ajoutez à ça la fiction qu'on aurait pu se qualifier contre l'Espagne, on n'est quand même pas loin de se dire on va faire une belle Coupe du Monde dans 2 ans. Et c'est un petit peu la musique qu'on entend aujourd'hui, je me projette dès maintenant.
Les Allemands ne veulent pas considérer aujourd'hui qu'ils seraient candidats au titre pour la Coupe du Monde, mais ils en brûlent quand même d'envie. Les éditorialistes, je pense que les joueurs vont commencer à avoir de l'ambition. Le départ de quelques anciens va donner aussi des coudées plus franches à des jeunes, un Pavlovic par exemple en milieu de terrain. D'autres vont devoir être revanchards, Goretzka, Gnabry, Kimmich dans son genre. Donc il y a quand même des ingrédients, Mathieu, indépendamment du pur talent de chaque individu de ce groupe, il y a des ingrédients pour se dire, voilà, on a retrouvé une dynamique. Sportivement, on a rivalisé avec les meilleurs européens. Maintenant, essayons de transformer cet espoir dans une Coupe du Monde réussie. Il y a 2 ans pour ça et Nagelsmann ne va pas ménager ses efforts, on le sait. On va avoir les premiers indices avec les matchs de Ligue des Nations qui arrivent. Il ne va pas ménager ses efforts pour que ce soit une réussite. La Hongrie et les Pays-Bas dans quelques jours, ça va déjà être un très bon chantier pour voir un peu si l'Allemagne peut rebondir sans Manuel Neuer, sans Toni Kroos, sans Ilkay Gundogan. Est-ce qu'il y a une suite favorable? Je suis tenté d'espérer que oui. Mais là, tu devances un peu ma question, mais je vais la poser quand même pour élaborer. C'est par rapport à la performance sportive proprement dite de l'Allemagne dans cette compétition. On va être honnête, dès le premier match, on a vu une Allemagne qui a déroulé son jeu et qui semble être revenue à ce que j'appellerais ses bases, c'est-à-dire un jeu de possession, une attaque directe, la volonté de frapper l'adversaire, de lui faire mal et de jouer ensemble aussi, puis de retrouver un certain plaisir, je dirais, collectivement. Et ce qui m'a frappé, c'est que ça renvoie à une question que j'avais posée à la fin de la saison précédente, c'est-à-dire la fraîcheur. On a renouvelé les cadres dans cette sélection et on a entre autres un duo qui fait peur, selon moi, à l'adversaire. Comme meneur de jeu, Florian Wirtz et Jamal Musiala, qui, selon moi, à la Coupe du Monde 2026, risque d'être le duo en milieu de terrain offensif à surveiller. Nagelsmann a fait ce que j'anticipais qu'il ferait, c'est-à-dire les aligner ensemble. Pas tous les matchs, mais il l'a fait. Et même s'ils n'ont pas eu des stats à tous les matchs, on a senti leur présence, on a senti leur impact, en dépit du fait qu'il y avait probablement de l'épuisement, un élément qui a marqué l'Euro pour beaucoup de sélections d'ailleurs, mais dans le cas de l'Allemagne, au moins, le fait qu'on ait peut-être trouvé un certain plaisir, ça a peut-être diminué la fatigue pour la plupart des cas. Tu l'as dit, ensuite, on a été éliminé en quart de finale contre l'Espagne, mais on est sorti honorablement, je trouve. On a peut-être même été l'équipe qui a le plus passé proche d'éliminer l'Espagne, si on peut dire, parce que l'Espagne a été dominante dans à peu près toute la compétition, a semblé pratiquement intouchable. Et moi, dès le moment que je les ai vus éliminer l'Allemagne, je me suis dit, c'est eux qui vont gagner l'Euro. Ils offrent d'ailleurs le meilleur jeu avec l'Allemagne et aucune équipe ne semblait vraiment outillée. Même la France, qui s'est rendue jusqu'en demi-finale, mais franchement, de façon très poussive, et pour ne pas dire de façon très ennuyeuse, sans marquer de but dans le cours du jeu, ou presque. Alors, pour en revenir à l'Allemagne, donc c'est de bonne augure, tu l'as dit, mais là, qu'est-ce qui reste dans le jeu à corriger pour que l'Allemagne continue de progresser maintenant? Quels sont les aspects, en fait, sur quoi Nagelsmann devra travailler d'ici à la prochaine Coupe du Monde 2026? Et ça commence maintenant. Là. On a appelé des joueurs, on a une rencontre, une réunion internationale en mois de septembre qui s'en vient. Alors, ça commence là. Sur quoi maintenant Nagelsmann doit-il travailler pour que la cohésion du groupe et les éléments qui sont encore à corriger, notamment en défense, je pense qu'il y a eu du progrès, mais il y a encore un travail à faire. La bonne idée, c'est que Robert Andrich est enfin un milieu de terrain. On le voit avec Leverkusen, mais là, on le voit en Allemagne. Il répond à un besoin que j'ai souvent souligné pendant des mois. Et il a montré qu'il pouvait y répondre, mais il reste peut-être encore à améliorer les petits points de détail quand même, parce qu'on a concédé des buts pareils. Donc, pour trouver le bon équilibre attaque-défense, moi, je pense que la piste vient de là, mais selon toi, quels seraient les autres éléments où il y aurait une marge de progression ou sur lequel il faudrait travailler ou qu'il faudrait corriger d'ici les prochains mois et même les prochaines années, d'ici 2026? Tu as donné les éléments essentiels, primordiaux. Certains sont peu tangibles. Je veux dire, sont pas, on ne peut pas claquer des doigts pour que ça n'arrive. Tu as parlé de faire peur. C'est quelque chose qui a été essentiel dans les succès de l'équipe d'Allemagne dans le passé.
Je ne parle pas de 1954 parce qu'en 1954, c'est une surprise, c'est une espèce de miracle. C'est le fait de battre la Hongrie en finale. L'Allemagne était respectable et respectée déjà, mais c'est une espèce de truc improbable et la Hongrie aurait dû gagner dans le cours traditionnel normal des choses par rapport à du talent. Mais l'Allemagne a fait peur souvent. Dans les années 70, c'était ça. Dans les années 90, c'était ça. On faisait peur parce qu'on maîtrisait l'affaire, avec de l'impact, avec du jeu effectivement direct, avec de la réussite, avec la sensation d'être supérieur. On a parlé beaucoup d'arrogance. Ça ne se retrouve pas comme ça en un claquement de doigts. Mais le talent peut y contribuer. Effectivement, Musiala plus Wirtz, c'est une évidence pour Nagelsmann. Enfin. Donc ça, mais alors, évacuons le milieu de terrain le plus vite possible parce que c'est le truc le plus évident, c'est le truc qui saute le plus aux yeux. Au milieu de terrain, il y a une énorme concurrence. Il y a vraiment de la matière, il y a vraiment de la moelle. Tu parles de Robert Andrich, évidemment, qui est un élément d'équilibre. Pascal Gross, qui est maintenant à Dortmund, un élément d'équilibre. Alexander Pavlovic est à la fois un récupérateur et un numéro 8 relayeur, donc ça peut être aussi ce jeune du Bayern, un excellent élément d'équilibre. Angelo Stiller, pareil, milieu de terrain, Stuttgart, mais c'est pas d'expérience, pas de sélection, mais lui aussi va apporter son mordant. Et puis juste devant, un cran en avant, sans oublier Emre Can, et bien sûr qui peut être un stabilisateur au milieu aussi. Mais si on monte un cran, voilà, Musiala, Chris Führich, Florian Wirtz, c'est du talent à revendre. Donc le milieu de terrain, c'est pas un souci, je pense, pour Nagelsmann. Après, tout dépend de son système de jeu, bien sûr. En revanche, si on repart de l'arrière, il y a des choses à consolider. Comment va assumer Marc-André Ter Stegen d'avoir le numéro 1 sur son maillot désormais. Il n'y a plus de Neuer, même si Neuer n'a pas fermé la porte pour revenir pour la Coupe du Monde en 2026. Dans le présent, c'est Marc-André Ter Stegen. Est-ce que ce gardien qui est considéré en Espagne comme un super, qui est considéré en Europe comme un super, va assumer ça? Est-ce qu'il va être capable de livrer des prestations sans grosse faute? Ça va être un premier point. Ter Stegen, gardien de Barcelone, devrait être théoriquement un élément d'assurance. Devant lui, c'est là où on peut commencer à réfléchir au chantier. Est-ce que Jonathan Tah est indiscutable? Il a failli basculer au Bayern, il est resté au Bayer Leverkusen. Il a plutôt assuré depuis que la décision a été prise, sur les matchs récents. Et Jonathan Tah, c'est pas mal. Schlotterbeck, c'est du talent à ses côtés, côté gauche dans l'axe. C'est bien aussi. Il faut qu'il se stabilise, il faut qu'il fasse moins d'erreurs. Parce qu'il lui arrive de perdre un peu la tête et d'être un artiste. Est-ce que Valdemar Anton, qui est passé de Stuttgart à Dortmund, j'anticipe un peu sur nos échanges sur le mercato, qui a beaucoup de talent vers l'avant, est aussi un défenseur suffisamment fiable? Voilà des questions. Sur les latéraux, on les connaît. Mittelstädt, Benjamin Henrichs, David Raum, très offensif, on les connaît. C'est bon, mais c'est pas forcément niveau champion du monde. Donc il y a une défense à stabiliser. Voilà, ça fait beaucoup, le gardien et la défense. Pour Nagelsmann, il y a un peu de temps pour travailler, mais on ne va pas, encore une fois, claquer du doigt et trouver un nouveau talent. Ceux que j'ai mentionnés sont déjà des nouveaux. Anton. C'est le vent de fraîcheur dont j'ai parlé tantôt. Alors qu'avant, on n'avait pratiquement pas d'option. On avait Oui, Mats Hummels qui avait ralenti. C'est vrai. On avait juste les vieux briscards, mais qui ne pouvaient plus tenir. La chaumière. Là, on a du sang frais. Alors peut-être qu'on va compter sur leur marge de progression, sans doute, pour que l'équipe s'améliore. Et on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres noms qui vont ressurgir. Je pense entre autres à Yann Niklas Besta qui a déclaré moi, je rêve d'aller jouer avec cette équipe, par exemple. Il l'avait dit même avant l'Euro. Lui qui a été transféré à Benfica. Et il ne faut pas oublier, évidemment, Antonio Rudiger qui reste la clé de voûte de la défense. Qui est pour le coup quelqu'un qui fait peur à l'adversaire. Bon, donc ça, c'est un chantier à polir, c'est un chantier à optimiser pour Nagelsmann. Et puis après, évidemment, tout devant, est-ce que Kai Havertz est l'homme de la situation? Est-ce que Füllkrug va être capable de maintenir son niveau maintenant qu'il est parti vers l'Angleterre? Est-ce que Denis Sundav va être encore meilleur qu'il n'est? C'est un attaquant qu'on imagine à 15-20 buts par saison, Denis Sundav. Mais est-ce qu'il est capable de faire plus?
Et on peut donner quand même un crédit et de l'espoir, avoir de l'espoir pour Maximilian Bayer, le jeune homme qui lui aussi a été transféré de Hoffenheim à Dortmund, beaucoup de talent, et pour l'instant, il ne s'est pas installé encore au Borussia Dortmund. Mais ce sont un peu les options en attaque. Il n'y a pas de, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de Erling Haaland, il n'y a pas de Mario Gomez, il n'y a pas de Miroslav Klose actuellement, et Niklas Füllkrug est un excellent attaquant de deuxième division, mais a-t-il le niveau pour une finale de Coupe du Monde? On a toujours la question. Voilà, donc il y a quand même quelques certitudes à trouver, quelques éléments à confirmer. Je pense quand même que Nagelsmann est sur le bon chemin pour continuer sur les bonnes bases de cet euro qui a été intéressant, enrichissant, rassurant, où on a pu se mesurer à des grosses équipes sans baisser la tête. Je pense que l'équipe a retrouvé ce statut, il faut maintenant le confirmer et basculer du bon côté. Ça va être la question. Mais encore une fois, on va avoir les premiers indices là. Il y a quelques absents, hein, bien sûr, pour cette Ligue des Nations. Ça fait partie du jeu. Mais Pays-Bas et Hongrie, alors Hongrie d'abord, Pays-Bas ensuite, dans le sens chronologique, ça va nous donner déjà des indications. Mais je crois, pour résumer, Mathieu, je crois que l'Allemagne est plutôt a bien avancé maintenant avec ce renouvellement. On a cité des noms de jeunes, on a quelques encadrants. Il y a même des anciens, parce qu'il y a un peu tous les profils. Il y a même des anciens. Pascal Gross a quand même 33 ans maintenant, mais il peut être très utile au milieu de terrain comme il l'est avec Dortmund, hein, dans un milieu de terrain un peu défensif, s'il faut peut-être supporter les assauts adverses dans un match par exemple contre l'Espagne. Est-ce que ça peut pas être utile? Voilà, il y a des options pour Nagelsmann et je pense il est emballé à l'idée de conduire cette troupe vers les prochains mois. Comme nous, on peut l'être. En effet. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est comment tu implantes dans tes réponses des éléments pour ce qui va suivre après. Là-dessus, je te retrouve très bien. Mais j'ai une dernière question encore concernant l'équipe nationale avant qu'on passe plus spécifiquement à la Bundesliga et en particulier au Mercato. On vient d'apprendre récemment que Joshua Kimmich a été choisi par le sélectionneur pour être le nouveau capitaine de la sélection allemande, succédant ainsi à Ilkay Gundogan, qui retourne en Angleterre, soit dit en passant, avec Manchester City. Après un an à Barcelone, Barcelone avec ses problèmes financiers, qui sans doute pour justifier le transfert de Dani Olmo, on va en reparler tout à l'heure, a dû se départir donc de Gundogan. Par contre, pour ce qui est de la sélection allemande, le vétéran milieu de terrain donc cède son brassard à Joshua Kimmich. Ma question, elle est simple, parce qu'on en a parlé ici. On se rappellera que Joshua Kimmich avait tenu des propos assez étonnants lorsque, lors de la Coupe du Monde 2022, il avait déclaré que lui-même, probablement, mentalement, il n'était peut-être pas aussi. Lui et les siens n'étaient peut-être pas assez disposés pour participer à cette Coupe du Monde. On a senti, notamment l'an dernier, avec le Bayern de Munich, que le joueur a joué de façon plus effacée. Il a beaucoup moins d'impact collectif et surtout son leadership, on l'a beaucoup moins vu. Et là, ça pose question. C'est pourquoi je te la pose à toi, David. Est-ce que Joshua Kimmich est le bon capitaine pour la sélection allemande au moment où on se parle? Est-ce qu'il n'y a pas une autre personnalité, un autre leader peut-être qu'on n'a pas envisagé pour l'instant? Ou bien est-ce que c'est une façon pour Nagelsmann de le ménager, de le relancer, étant donné ses aptitudes naturelles? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce choix de Nagelsmann comme futur, ou plutôt comme nouveau capitaine de la Mannschaft? Je trouve que c'est très très bien joué dans la gestion au Bayern avec le directeur sportif Max Eberl et en équipe nationale avec Nagelsmann. Je trouve que c'est très très bien joué. J'en étais arrivé, ça va faire tomber de leur fauteuil ceux qui nous écoutent. Si vous êtes dans les transports, accrochez-vous parce que des fois ça secoue. euh, je, je, J'étais presque à douter que Kimmich puisse confirmer une fois pour toutes son envergure humaine, charismatique, sportive dans un grand tournoi. Il a 29 ans et c'est le moment, comme cela a été pour Lahm, Philippe Lahm en 2014, c'est le moment d'être à son apogée. J'en venais à douter et je crois que le mouvement est extrêmement intelligent. Ce move, hein, comme on dit en anglais, alors j'ai du mal à traduire en français, mais ce changement de paradigme, si vous voulez. Kimmich, je ne suis pas à sa place, mais avait pu se sentir rétrogradé. Il le fait plutôt bien, voire très bien, mais se sentir rétrogradé
au cœur du jeu milieu de terrain, replacé en défenseur latéral. Ça, c'est un premier point. Kimmich avait pu se sentir détruit par les propos de Thomas Tuchel qui avait consisté à dire il me faut absolument un holding six, un milieu défensif pur, un numéro 6 pour mon Bayern, quand il était entraîneur du Bayern. Et Kimmich s'était senti fragilisé, dit-on, de cela. Il faut rester prudent par rapport à cette analyse, mais elle nous donne quand même des clés de compréhension du mental qui peut être très fragile, très précis, des joueurs et des sportifs de très haut niveau. Et là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on confie à Kimmich des responsabilités en lui disant tu peux assumer, tu es capable, tu es un personnage essentiel de notre équipe nationale ou de notre Bayern Munich, tu vas être désormais le dépositaire vis-à-vis de l'arbitre, vis-à-vis de l'opinion publique, tu vas assumer le plein rôle dont tu es capable, c'est-à-dire d'être un joueur qui rayonne au milieu de terrain, qui décide de ce qui se passe. Alors, il ne peut pas faire ça tout seul. Kimmich, on l'a bien vu. Quand il a voulu prendre des responsabilités vers l'avant, ça s'est toujours très bien passé, mais derrière lui, il y avait des trous d'air considérables et les entraîneurs ont été obligés de s'adapter. On connaît son niveau sportif, on ne va pas en faire des plombes là-dessus parce que franchement, quand il est dans de bonnes dispositions, c'est un joueur, une valeur ajoutée forte. Et je trouve que c'est un excellent mouvement que d'avoir fait ça. On va voir en équipe nationale très vite s'il est capable d'assumer, s'il n'est pas un peu rincé psychologiquement. Et on va voir en club aussi, où ça se passe plutôt bien en ce début de saison. Le Bayern est dans les premières places du classement, on y reviendra tout à l'heure en Bundesliga. Voilà, il est adulte désormais, il a été connu pour ses prises de position fortes, il ne refuse jamais de parler au micro après un match, quelle qu'en ait été l'issue. Donc je pense que c'est la personne idéale. Comme il était en baisse depuis ses toutes meilleures saisons il y a quelques années, on commençait à douter, mais je pense que justement ça peut être le coup de boost collectif et individuel qui lui permet de se sentir mieux à nouveau. Pour moi, c'est une excellente décision, aussi bien en club qu'en équipe nationale, et le fait que ça soit les deux à la fois, en plus, me paraît cohérent. Alors, au Bayern, il y a Neuer, bien sûr, qui a le brassard, mais il faut quelqu'un dans le champ qui ait une grosse influence, qui Mich peut l'être, et en équipe nationale, même chose. Alors, je répète, j'insiste, ça nécessite, bien sûr, qu'il y ait autour de lui un équilibre. Il ne peut pas l'assumer seul. Il faut un récupérateur à ses côtés. Est-ce que c'est Robert Andrich? Est-ce que c'est Pavlovic en équipe du Bayern ou Palinha que réclament énormément les supporters? Ça va être à voir. Ça va être à déterminer. Dès qu'il va y avoir des adversaires forts, il va falloir faire les bons choix autour de Kimmich. Mais pour moi, je suis ravi en tout cas parce que je suis son premier supporter, tout le monde le sait, que ce joueur, on lui accorde de nouveau, on verra combien de temps, une confiance maximum. Je trouve que c'est très très bien joué de la part de Max Eberl. C'est très malin aussi au Bayern, qui avait besoin ou qui voulait laisser partir des joueurs. Goretzka, Kimmich, Gnabry, Sané, tous sont restés. Et donc je trouve que c'est malin de leur accorder, au moins pour certains d'entre eux, des responsabilités pour qu'ils se disent « Ok, on me propose une nouvelle chance, je vais la saisir à fond. » À eux, bien sûr, derrière, d'assumer et d'être bons sur le terrain, puisque c'est ce qu'on dit, c'est toujours là que ça se passe. Mais il en a l'étoffe, en tout cas. Et je suis pressé de voir comment l'équipe peut s'agréger autour de lui pour les mois et les quelques années qui viennent. Très bien, alors on va suivre ça avec attention au cours des prochains mois pour voir exactement avec la Mannschaft comment Et les c'est pas la choses... méthode Coué, hein. C'est pas la méthode Coué, Mathieu. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Voilà, c'est ça. On doit pouvoir encore être convaincu, persuadé sportivement par la valeur d'un joueur comme ça, dans les vestiaires, sur le terrain, avec les arbitres, dans les relations avec le public. Il est capable d'assumer ça. Il a fait peut-être quelques erreurs. Il y a eu quelques sorties parfois qui ont créé de l'incompréhension, notamment quand il avait refusé de se laisser vacciner pendant la pandémie de Covid. C'est des choses qui ont brouillé un peu peut-être son aura. Et maintenant, il est temps de se relancer pour réussir la Coupe du Monde, parce qu'en 2026, ça lui fera 31 ans et ça sera le moment, évidemment, d'être à son maximum. Ouais, on va espérer qu'il ne nous ressorte pas justement des trucs complotistes de ce genre-là quand même, là, parce que ça fait boule de neige, même encore aujourd'hui. Enfin bref, une histoire à suivre. On pourra toujours juger sur pièce dans le futur et on aura l'occasion d'en reparler.
Maintenant, on entre en Bundesliga grâce à ton petit tableau que tu nous as montré, mais rapidement tout à l'heure. C'est un petit tableau que même, comme je le disais en privé avec David, qui me rappelle mon enfance avec ces espèces de compétitions de ligue où on avait aussi des petits tableaux qu'on faisait pour pouvoir suivre le classement. On mettait les pions en ordre en fonction justement de la véritable information, mais comme ça, on avait toujours, après, visuellement, sous nos yeux, le classement en date par exemple, au présent, où est-ce que les clubs en étaient rendus progressivement et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose, je le trouve très utile. Alors, j'espère que tu vas bien t'amuser avec ça, mais on va parler maintenant du mercato. Alors, encore une fois, le mercato allemand, c'est jamais quelque chose qui est hyper flamboyant en Allemagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Et la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est le fait que l'équipe qui a peut-être fait les mouvements les plus notables ou qui a attiré davantage l'attention plus que les autres, c'est au Borussia Dortmund. Alors, Sébastien Haller quitte. Ça se comprend, il a été souvent blessé, ça n'a pas tout à fait marché avec Dortmund. Il a été prêté à Leganés en Espagne. On a laissé partir Niklas Füllkrug, un vétéran qu'on avait été chercher à la dernière minute et qui a bien dépanné et qui est maintenant parti en Angleterre. Niklas Füllkrug, donc il est avec West Ham, si je ne me trompe pas, un transfert de 27 millions. Pour les remplacer, on a frappé 2 gros coups. On est allé chercher Max Bayer à Hoffenheim, qui était quand même un assez bon buteur en Bundesliga l'an dernier, et surtout le deuxième meilleur buteur, et qui était même en lutte avec Harry Kane, n'eût été d'une blessure qui l'a privé des terrains pendant au moins un mois. Peut-être que la compétition aurait été plus serrée, mais il a quand même terminé deuxième meilleur buteur. C'est Serhou Guirassy, l'international guinéen, acheté à Stuttgart, avec en prime le défenseur qu'on a nommé tout à l'heure, Valdemar Anton, pour remplacer Mats Hummels, qui a signé, et c'est tout frais au moment où on se parle, il a signé avec l'AS Roma. Alors, c'est un renouvellement, en plus d'un changement d'entraîneur, Edin Terzic a cédé sa place. Et c'est une jeune recrue, mais qui a le Borussia Dortmund tatoué sur le cœur, si je puis dire, Nuri Sahin, qui semble montrer, avec tous ces changements d'effectifs, une volonté de revenir un peu à l'esprit de ce qu'est vraiment le Borussia Dortmund. Parce que l'an dernier, malgré une finale de Ligue des Champions complètement inespérée et une 5e position au classement, on avait l'impression que Dortmund, ses succès étaient dus parce qu'on jouait un peu contre nature, mais ça fonctionnait avec l'effectif qu'on avait en place. Et probablement parce que, justement, les joueurs offensifs, comme Sébastien Haller, ceux qu'on a nommés, n'avaient pas le coffre pour que le Borussia Dortmund joue le style offensif qu'on est habitué de voir historiquement et surtout de façon, je dirais, couramment avec cette équipe. Et ça m'avait d'ailleurs surpris l'an dernier, cette équipe-là jouait beaucoup plus la contre-attaque et ça fonctionnait. Et j'ai l'impression que cette année, on veut revenir à cet esprit du Borussia Dortmund. On veut gagner, mais disons, en n'étant pas attentiste. Et ça explique, selon moi, tous ces mouvements, autant en défense, mais surtout en attaque. Alors, j'avais envie de te poser la question, est-ce que toutes ces acquisitions, et j'en oublie une, tu as parlé de Pascal Gross, on a aussi été le chercher à Brighton en Angleterre, on l'a rapatrié en Allemagne. Alors, est-ce que toutes ces acquisitions du côté de Dortmund vont vraiment aider cette équipe cette saison à retrouver non seulement son identité, mais à continuer d'être dans le top 4 parmi les meilleures équipes de la Bundesliga cette saison? Dortmund, c'est le plus visible. Sur les mouvements estivaux, effectivement, c'est le plus visible. Il y a des choses quand même qui sont assez éclatantes. Il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu pas mal de transferts. Guirassy qui a marqué 25 buts, alors j'arrondis, hein, la saison dernière avec Stuttgart, qui voudrait enchaîner avec Dortmund, c'est très très bon comme transfert. Je dis voudrait parce qu'il est blessé encore actuellement et il n'a pas démarré la saison. Les premiers matchs, il n'est pas là. Le milieu de terrain renforcé, entraîneur rajeuni, avec effectivement une énorme motivation. On le voit sourire de toutes ses dents, Nuri Sahin, parce qu'on voit qu'il profite de cette opportunité qui lui a été offerte. La défense qui s'est rajeunie aussi, et Valdemar Anton, c'est très très bien. Les transferts de Dortmund paraissent excellents, paraissent pertinents, à tel point qu'on n'aura pas cette saison ce fameux reproche qui est adressé au Bayern en général, de dire le Bayern pille les adversaires en Bundesliga pour les affaiblir et pour s'assurer son titre. Cette saison, c'est plutôt Dortmund qui a fait des achats dans le championnat.
Et Ouais, on mais pense quand tu aussi... as Harry Kane et que tu as besoin d'un attaquant, ça aurait été bizarre que le Bayern paye Serhou Guirassy Oui, à ce moment-là. c'est Alors vrai, donc, Dortmund a profité d'une opportunité, si je peux me permettre, absolument. mais j'aime bien la comparaison que tu fais par rapport en termes de pillage, si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 oui. Alors après, c'est Dortmund qui était le plus visible sur ses actions pendant le marché des transferts. Le problème, c'est que pour l'instant, alors on est toujours impatient, c'est notre société de l'instantané qui veut ça. J'insiste beaucoup sur cet aspect, le- le- la communication instantanée, nos réseaux sociaux, notre impatience cultivée actuellement nous, 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 nous cache un peu les yeux, nous empêche de voir un peu à un horizon plus lointain. Mais aujourd'hui, Dortmund ne m'a absolument pas séduit. Sur ce que j'ai vu, j'ai pu commenter aussi 2 matchs déjà de ce début de saison et Dortmund ne m'a absolument pas séduit. Ça va être dans le haut du classement sans aucun doute, mais aujourd'hui, Dortmund, sur ce qu'il montre aujourd'hui, j'insiste, n'a pas l'étoffe d'un champion d'Allemagne. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. RB Leipzig carbure mieux, pour en citer un, et Leverkusen est au-dessus, etc. Même si le classement ne reflète pas ça. Mais on l'a vu notamment avec les grosses difficultés que Dortmund a rencontrées pour battre l'Eintracht Francfort, par exemple. Donc aujourd'hui, Nouri Sahin, il est encore en recherche. Il doit mettre sa patte sur son effectif, il doit se faire respecter, il doit trouver sa signature de jeu. Je suis d'accord avec toi quand tu as parlé d'un retour vers une identité Dortmund, certainement. C'est très bien. Il a au-dessus de lui des grands anciens du club. Lars Ricken, Sebastian Kehl. Il a à ses côtés Łukasz Piszczek, pardon, le Polonais, qui est aussi une légende à Dortmund, et le mot n'est pas trop fort. Donc il y a tout un entourage favorable. Pour moi, on peut y aller, quoi. On peut mettre du jeu, on peut mettre de la folie, de l'enthousiasme, et c'est ce que les gens de Dortmund, les sympathisants, attendent. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu, ou très peu. Julian Brandt euh, m'a pas paru fantastique, alors qu'on veut lui confier encore plus de responsabilités. Il a le numéro 10. Il m'a pas paru fantastique pour l'instant, donc ils sont encore en train de rechercher quelque chose. Il va falloir peut-être un gros match ou un gros adversaire pour que Dortmund s'affirme et qu'on puisse se dire, voilà, ça y est, ils sont candidats à quelque chose. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait là. Mais effectivement, sur les transferts, c'est l'équipe la plus active. C'est celle qui a mis le plus qui a pris le plus de risques, qui a été la plus offensive. Et si tout ça devait prendre, ça peut être pas mal. En attaque, au milieu de terrain, en défense, c'est vraiment pas mal. Sachant que l'international suisse Gregor Kobel dans les buts est un super top gardien de ce championnat. Donc Ah oui, oui, Dortmund a plein de très bons ingrédients, Mathieu, pour faire fort cette saison. Mais pour l'instant, on attend. on attend. Et maintenant, on va aborder ton club de cœur, le Bayern Munich, qui a effectivement été un peu moins spectaculaire, ce qui ne l'a pas empêché de faire du mouvement de personnel. Et sans doute, ayant conscience que, notamment sur le plan des alliés, sur les postes sur les flancs, je parle surtout des alliés, il y avait un travail à faire. Eh bien, la plus grosse acquisition du Bayern a été à cette position. Alors que Michael Olise a signé avec le Bayern Munich, suite à un transfert, bien sûr. Et on est allé le chercher assez tôt quand même durant la période du mercato. Donc, Michael Olise représente la grosse acquisition en provenance de Crystal Palace, 60 millions d'euros, mais on a quand même été chercher aussi du côté de la Bundesliga, même si on ne parle pas de pillage, mais on a quand même regardé de ce côté. On a été chercher Hiroki Ito à Stuttgart. On va chercher du côté de l'Angleterre aussi Paligna de Fulham pour 46 millions d'euros, mais on a vendu beaucoup de défenseurs par contre. Euh, on a vendu à Manchester United Mathis de Ligt et Mazraoui également. 50 millions pour le premier, 20 millions pour le second. Et j'ai l'impression, moi, que c'est encore un chantier du côté du Bayern Munich qu'il va falloir adresser éventuellement. Cela dit, ce qu'on surveille, c'est le nouvel entraîneur, Vincent Kompany. On sait que même si c'est un entraîneur qui n'a que quelques années d'expérience au niveau professionnel, notamment en Angleterre, et qu'il a des principes qui se rapprochent beaucoup de Pep Guardiola, qui est déjà passé par le Bayern Munich, il a cette faculté que plusieurs mentionnent qu'un Nagelsmann n'avait pas avec le Bayern Munich. C'est-à-dire le fait que comme joueur, il était un leader charismatique. Et que dans le vestiaire du Bayern, ça pouvait largement contribuer à faire une différence et peut-être relancer des joueurs qui ont déçu.
Serge Gnabry, pour ne pas le nommer, ou Leroy Sané, qui a bien joué la première moitié de saison sur Thomas Tuchel, mais qui s'est complètement effondré, voire qui s'est évaporé littéralement à la seconde moitié de saison. On ne l'a jamais vu. Et de plus en plus, là, avec l'âge et avec le temps, on va peut-être avoir dans l'idée que son poste est très surfait. Il y a eu un peu une saga également au Bayern, qui est celle de Kingsley Coman, qui disait qu'il voulait partir, puis qui finalement était censé partir en Arabie Saoudite, mais ne l'a pas fait. Et là, il reste au Bayern. Mais c'est un joueur qui est souvent blessé. Alors, le fait qu'il reste, est-ce que ça va aider l'équipe ou pas? Ça, c'est à suivre. Étonnamment, Alphonso Davies est resté au Bayern Munich alors qu'il y avait une saga qui l'envoyait au Real Madrid. Et je pense qu'étant donné qu'il arrive à échéance de son contrat, il pourrait éventuellement partir au Bayern Munich. Donc, c'est un bon joueur que le Bayern pourrait perdre dans le futur. Mais on a encore Upamecano, on a encore Kim. C'est ces défenseurs-là qui sont peut-être très forts selon un style de jeu à proprement parler, mais dans leur dos apparaissent selon moi un peu plus faibles. Et d'ailleurs, le Bayern, malgré un bon début de saison, a encore concédé des buts qui sont typiques de ses problèmes la saison dernière. Je trouve pour l'instant, ça n'est que 2 matchs. Là. Je sais que cette équipe-là, de toute façon, sera toujours dans la lutte pour le titre année après année. Ça, c'est pas un souci. Je pense pas que Vincent Kompany est le mauvais choix d'entraîneur. Mais là, on sent qu'il y a un vent de changement avec la conquête de Leverkusen l'an dernier. On va parler de Leverkusen bientôt. Mais est-ce que le Bayern accepte finalement, au regard de ces changements-là, qu'il y a une forme de transition, que les changements ne sont pas encore complétés, qu'il y a encore un travail à faire et qu'on diminue peut-être un peu la pression cette année, sachant qu'on sera toujours dans la lutte de toute façon, pour que on soit un peu plus lucide sur ce que l'équipe est vraiment et ce qu'elle va livrer cette année, même si on a des valeurs sûres, on sait qu'on en a. On a Jamal Musiala, on a bien sûr Harry Kane qui a réglé un problème au poste d'avant-centre, ça c'est certain. On a un Thomas Müller qui est un vétéran, qui en est peut-être dans ses derniers miles, mais qui récemment a battu un record du club emblématique, je vais te laisser le souligner. Donc, il y aura toujours des éléments stables, mais est-ce que la transition, tu parlais de Manuel Neuer tantôt, est-ce qu'on prépare la transition pour remplacer certains vétérans là, avec cette nouvelle génération qui va permettre à ce moment-là pour le Bayern de repartir peut-être un autre cycle vertueux ou un cycle de victoire en Allemagne? Est-ce qu'on est un peu dans cette mouvance-là avec les changements qu'on a eus cet été? Et est-ce que justement on est bien disposé par rapport à ce nouveau cycle qu'on redémarre avec ces changements-là? Est-ce qu'on est bien parti? Est-ce que Michael Olysée vraiment l'espoir sur ça? À quoi on s'attend, par exemple, aussi? Je vais te laisser répondre à toutes ces questions, toi, le grand fan numéro 1 du Bayern. Ah, il y a plein d'aspects qui paraissent contestables. Il y a surtout pour le nouveau directeur sportif Max Eberl une mission compliquée de l'aveu de tous. C'est-à-dire une mission compliquée, c'est régénérer, revivifier, réimpulser quelque chose dans un groupe où des éléments sont très grassement payés. Il va devoir faire ses preuves, Max Eberl, comme directeur sportif. Là, c'est vraiment sa première année à temps plein. On se rappelle de l'échec avec Oliver Kahn et tout ça. On va espérer que pour Max Eberl, ça marche aussi. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Non, mais la mission est compliquée parce que recaser un Goretzka à 20 millions d'euros par saison, un Leroy Sané à 20 millions d'euros par saison, un Kimmich à 20 millions d'euros par saison, Alphonso Davies à 16 ou 17 ou 15, oui, c'est pas des missions faciles. Et y a eu une critique qui a consisté à dire le Bayern a voulu faire du vrai changement cette saison et ils n'y sont que très timidement parvenus. On imaginait que Davies, que Coman, que Gnabry, que Sané, que Goretzka, que Kimmich, on imaginait que tous ces joueurs-là puissent partir pour des montants relativement élevés. Finalement, ils sont tous restés. Et ça, c'est vu avec un esprit critique. Sauf que nouvel entraîneur, nouvelle impulsion, nouvelle motivation. L'équipe, effectivement, a changé. Ça continuera de changer, d'ailleurs, dans les prochains mois, puisque il se dit que le président Drezen pourrait éventuellement être, sinon mis en difficulté, du moins remplacé peut-être par son directeur sportif Diederich. Donc, il va y avoir encore des changements au Bayern. Et si on a voulu opérer une transition, elle n'est que très imparfaitement complétée, puisque Michael Olysée, c'est très bien.
il a montré de très belles choses, c'est un grand talent, il a des appuis de folie et il a de l'inventivité, il va apporter quelque chose. Il l'a déjà fait d'ailleurs comme passeur décisif dans ce début de saison, mais entre guillemets, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que Ito est blessé pour de longues semaines. Donc en fait, le Bayern repart très largement avec l'effectif qu'il avait. Mais moi, j'ai bon espoir que cet effectif puisse se revivifier de lui-même. Sané a le droit de réussir. Gnabry m'a paru quand même bien mieux dans sa tête et dans ses minutes jouées en ce début de saison. Il peut aussi retrouver une seconde jeunesse. Ce ne sont pas que des hypothèses, c'est aussi un ressenti par rapport à ce qu'on a vu sur ces premières journées. Kimmich doit se redresser, on en a parlé, l'équipe nationale et le Bayern, tout ça est parallèle. Goretzka, nous dit-on, va tout faire pour regagner sa place, quitte à ce que ça passe peut-être par des piges en défense centrale, parce que moi, effectivement, j'ai du mal à comprendre qu'on ait laissé partir Matthijs de Ligt, qui était le plus stable des défenseurs centraux, bien plus stable que Upamecano, et Min Jae Kim, qui a encore fait une erreur crasse, comme on dit en Allemagne, il y a quelques jours, qui a coûté un but. Donc, il y a des choses assez contestables, assez incompréhensibles, même pour certains supporters un peu trop fervents. Mais là aussi, comme ce qu'on a dit avec Dortmund, on va voir, ça peut se reconsolider, ça peut se recimenter. Et moi, je pars pas du principe que ça ne marchera pas entre les trentenaires comme Harry Kane, les ailiers qui ont encore du jus comme Gnabry et Sané. Il y a un peu plus de concurrence avec les quelques recrues qui ont été faites aussi. Bon, la grande inconnue, bien sûr, c'est pas sur son charisme que ça se joue, parce que ça, il en a énormément et il sait s'imposer dans un vestiaire. Mais la grande inconnue, c'est est-ce que Vincent Kompany va imposer un style de jeu, une signature où le Bayern va pouvoir rentrer dans les matchs à sa façon sans dépendre de l'adversaire. Et ça, on va vite le savoir avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Il va y avoir des gros matchs dès le mois de septembre-octobre. Donc on verra un peu ce que vaut ce Bayern. Mais ma tonalité par rapport aux premières semaines et par rapport au mois d'août et septembre qui commencent, mon ressenti, c'est ça. Il faut surtout pas s'interdire, et je pense que c'est ce qu'espère secrètement le directeur sportif, que les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, dont Alphonso Davies, que tu connais particulièrement, se réimpulsent quelque chose, repartent vers quelque chose. Après tout, le mercato est terminé. Y a des histoires qui ont failli se faire qui ne se sont pas faites dans les deux sens. Jonathan Tah de Leverkusen aurait pu venir, ça ne s'est pas fait. Finalement, on fait confiance à Kim et à Upamecano qui vont peut-être se sentir récompensés de cette confiance. Voilà, les hypothèses de début de saison, et on est quand même sur des bases, de grosses bases, je veux dire. Si ça se passe bien entre Kompany et ses joueurs, il y a quand même une grosse écurie et il y a quand même une équipe. Elle est deuxième du classement à l'heure où on parle, c'est le tout début. Et puis le leader est complètement improbable. Mais le Bayern sera un gros encore cette saison sur toutes les compétitions. La difficulté, je termine par là si tu veux Mathieu, la difficulté c'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, Tourelle a beaucoup été fragilisé, ne serait-ce que par l'élimination en Coupe d'Allemagne par Saarbrück la saison passée. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. Parce que dès que Kompany va perdre contre un petit adversaire, là, il va y avoir des critiques. Là, il va y avoir des doutes. Là, il va y avoir un vent contraire. Pour l'instant, même si ce n'est pas flamboyant encore, si ça gagne et s'il arrive à trouver une formule qui fonctionne, moi, je suis plutôt optimiste. Et parmi tous les anciens qu'on a cités, il y en a un qui commence à s'installer aussi, qui n'est pas du tout un ancien, mais qui peut apporter un écho majeur au milieu de terrain, c'est le jeune Pavlovic. Et il y a, pardon de rajouter ça de manière un peu abrupte, Palhinha, la recrue Palhinha, milieu de terrain, qui était appelé par Tourelle, qui était voulu par cet entraîneur comme numéro 6 pur, n'a pas encore pu jouer beaucoup. Le très peu de temps qu'il a joué la dernière journée, la journée 2, en fin de match, sur un quart d'heure, il a déjà apporté cette espèce de stabilité dont il y a besoin au milieu de terrain du Bayern pour que les artistes autour puissent s'exprimer. Donc voilà, des bons espoirs quand même. Et écoute, pour notre prochain podcast, on en saura beaucoup plus sur la carburation de ce Bayern. Effectivement, ce sera un dossier à suivre. Maintenant, dans les équipes qui étaient dans le groupe de tête l'an dernier, en fait, qui
qui a terminé deuxième au classement. Le VfB Stuttgart, on a le sentiment que c'est l'équipe qui a été un peu celle qui a été la plus dépouillée pendant ce mercato, si je peux me permettre. En effet, Stuttgart a perdu, on l'a dit tout à l'heure, Serhou Guirassy et Valdemar Anton, tous les deux partis à Dortmund. Et on a perdu Ito également au détriment du Bayern Munich. Pour compenser le départ de Serhou Guirassy, Stuttgart est allé recruter du côté d'Augsbourg le capitaine et meilleur attaquant, donc Emerdin Demirovic. Là, ça m'amène une question. Est-ce que Sébastien Hoeneß a l'équipe pour se maintenir dans le groupe de tête comme l'an dernier? Mais déjà, l'an dernier, c'était une des énormes surprises, en plus de cette conquête du Bayer Leverkusen, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que Stuttgart a beaucoup attiré l'attention et on commence à regarder pour recruter leurs joueurs. Ils n'ont pas laissé partir tout le monde, cependant, soyons honnêtes. Il y a des joueurs, des internationaux comme Chris Führich qui sont toujours là. Il y a aussi également Mittelstadt qui est toujours là, qui est toujours avec l'équipe. Et en termes donc de recrutement, comme je l'ai dit, on est allé, comme je l'ai dit, du côté de Demirovic. Et on a Denis Undav, qui est maintenant l'attaquant régulier et qui est aussi un international maintenant en Allemagne. On sait que Undav, on est allé le chercher à Brighton l'année dernière. Mais là, quand je regarde les autres acquisitions, à part peut-être Julian Chabot de Cologne, il n'y a pas eu de grosses acquisitions du côté de Stuttgart. Est-ce que Stuttgart a les chevaux, malgré tout, pour continuer de lutter pour le top 4 comme l'an dernier? Parce que là, maintenant, on va les attendre au tournant, les hommes de Sébastien Hoeneß. Ils seront attendus, on ne va pas les sous-estimer, même sachant qu'il y a des bons éléments qui sont partis. Alors, la mission de Sébastien Hoeneß, ça va être de garder son équipe compétitive. Est-ce qu'il en a les moyens cette année, étant donné les changements et les départs qu'il y a eu, même si je pense qu'il y a encore assez suffisamment d'éléments pour offrir une assez bonne saison, je dirais. Oui, tu as donné les éléments essentiels et la réponse est oui, il en a l'envergure et il en a l'effectif. Bien sûr, la saison 2 et la saison de la confirmation, c'est plus difficile. Et on l'a vu sur les premiers matchs. Il peut y avoir des adversaires très motivés. À Fribourg, dans une espèce de derby du Sud-Ouest, il y a eu une victoire de Fribourg 3-1 et Stuttgart s'est fait dépasser. Derrière, il y a eu beaucoup de circonstances défavorables, de malchance, disons-le comme ça, dans le 3-3 contre Mayence en championnat. Et donc, ça ne va pas être l'euphorie comme ça a été la saison passée. Mais il y a effectivement l'étoffe. Il y a un excellent entraîneur, il y a une Ligue des Champions qui arrive. Alors, on a l'expérience Union Berlin, où ça s'était mal passé la saison précédente, mais je pense que Stuttgart n'est pas dans ces extrêmes-là. Union Berlin venait de loin, Stuttgart venait de loin aussi, mais c'est une équipe qui est habituée au trophée en Allemagne. Et notamment une équipe championne il n'y a pas si longtemps que ça, malgré tout. Donc Stuttgart, c'est une très grande ville, c'est une ville de foot, c'est une ville de ferveur. Et il y a une espèce d'enthousiasme qui porte l'entraîneur et le club. Ça, c'est vrai. Et il y a encore de l'effectif. Denis Undav est ravi d'avoir été conservé, d'avoir été conforté, d'avoir été installé pour de bon. Et on peut espérer de sa part une grosse saison, avec la carotte de l'équipe nationale, pour lui en plus. Il est tout près d'être titulaire dans les deux cas. J'oubliais un nom également, c'est Enzo Milo, le meneur de jeu, oui, qui a joué aux Olympiques avec l'équipe de France des moins de 23 ans. Très bon offensivement, bien sûr, qui est là, qui apporte beaucoup d'incertitudes dans les défenses adverses. Super élément, effectivement. Ermedin Demirovic, super attaquant, vraiment, je suis enthousiaste. Ça a été avec Augsbourg très fort. Il a marqué un formidable but déjà avec Stuttgart. Et je pense qu'il peut faire une très grosse saison dans cette équipe. Ermedin Demirovic, c'est une grosse recrue à l'échelle de la Bundesliga. Hein. Je ne parle pas de gagner la Ligue des Champions, mais c'est un super attaquant. Et il est robuste, il est adroit, il a de la technique, il est sur une belle trajectoire, il a de la confiance. Demirovic, c'est fort. Donc ça, c'est une bonne recrue. Et puis, encore une fois, le meilleur élément de cet effectif, c'est son entraîneur.
sur lequel, à moyen terme, le FC Bayern a un œil évidemment très, très attentif, pas pour des raisons seulement familiales, c'est le neveu d'Uli Hoeneß, mais parce que simplement ça correspond à ce que le Bayern aime comme entraîneur. Il y a du jeu, il y a de la témérité, il y a une espèce de Frechheit, comme on dit en allemand, c'est-à-dire l'arrogance, mais dans le bon sens du terme, une espèce de culot. Et dans son jeu, il y a ça. Et d'ailleurs, ça coûte des buts aussi. Hein. Ils ont encaissé beaucoup de buts en ce début de saison. Mais oui, pour répondre à ta question de manière un peu abrupte, Mathieu, je crois à Stuttgart qui se maintiendra dans les toutes meilleures places, dans les 5 premières places. D'ailleurs, les observateurs, même en France, j'ai vu dans le journal L'Équipe, les fameuses étoiles de début de saison, Stuttgart n'est pas si loin, n'est pas considéré comme un candidat direct au titre, mais n'est pas si loin. Ça reste une belle écurie. Peut-être quand même, malgré tout, que la Ligue des Champions va pomper de l'énergie. Et ça va être à eux de gérer. Et de toute façon, ça sera une saison à risque hein, s'ils veulent continuer à viser les mêmes objectifs qu'en fin de saison dernière. C'est vraiment une équipe qui m'enthousiasme, mais j'ai envie de la voir toujours se battre pour les places européennes, ce dont, j'insiste, à mon avis, elle est capable. On va conclure d'ailleurs sur la Ligue des Champions, étant donné qu'il y a un nouveau format. On n'expliquera pas le nouveau format. Vous pouvez trouver toute l'information sur le net, mais on va y revenir à la Ligue des Champions. Un petit mot sur le RB Leipzig, qui encore une fois ne fait rien de flamboyant, mais qui a laissé partir Dani Olmo au FC Barcelone et Mohamed Simakan récemment en Arabie Saoudite. Des ventes qui font à peu près 100 millions d'euros pour ces deux joueurs, rien que ces deux joueurs. Par contre, au niveau des acquisitions, on regarde encore une fois, c'est la politique du RB Leipzig sur des jeunes qui ont des marges de progression. Antonio Nusa du club Bruges, 21 millions d'euros. Lutzarel Geertruida du Feyenoord Rotterdam, 20 millions d'euros. Alors donc, on ne se lance pas dans les grandes dépenses. Et on a dépensé 10 millions pour Ouedraogo de Schalke 04 en deuxième division. Et Martin Van der Voort du Racing Genk en Belgique pour 10 millions d'euros aussi. Donc, on achète toujours du côté des jeunes. Mais on semble toujours avoir l'œil pour trouver ce joueur-là au sein du RB Leipzig. On se rappelle l'an dernier de Luis Openda, qu'on est allé chercher à Lens et qui est devenu l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga, le 3e même meilleur, si je ne m'abuse. Et aller avoir le début de saison du RB Leipzig, je me dis, j'ai pas de souci à faire sur la performance globale de l'équipe sous Marco Rose. Hein? Mais j'ai quand même une question, parce que là, on a laissé partir un défenseur, en Mohamed Simakan, et l'an dernier, ça a été l'un des talons d'Achille du RB Leipzig. Et je me demande si cette équipe-là compte progresser et espérer un jour aller chercher plus qu'une Coupe d'Allemagne, puisqu'elle en avait gagné 2 consécutives avant le Bayer Leverkusen l'an dernier. Si on veut aspirer un jour à aller chercher le championnat de Bundesliga du côté du RB Leipzig, il va falloir aussi trouver une façon d'atteindre un certain équilibre, même avec la jeunesse. Alors, comment tu vois un peu la saison du RB Leipzig au regard de ses acquisitions? On reste dans la même logique et dans la même synergie Red Bull, comme on l'appelle si bien, mais est-ce que ça va être suffisant pour continuer peut-être d'aspirer au titre? Parce que moi, j'ai le sentiment que le départ de Simakan en défense, il va être un peu plus difficile à combler, alors que déjà, c'était déjà un problème l'an dernier, la défensive au sein du RB Leipzig. Très forte, cette équipe, très forte. Moi, j'ai aucun doute, tu l'as dit d'emblée d'ailleurs, et je suis complètement d'accord avec ça, j'ai aucun doute sur la capacité à absorber le départ de Dani Olmo, qui est effectivement une grosse perte, parce que c'était quand même un formidable joueur. Il repart vers son Espagne, vers la Catalogne, et il devrait faire sans doute, si on lui donne du temps de jeu, mais il n'y a pas de raison, de belles choses avec Hansi Flick au Barça. Donc ça, c'est une grosse perte, mais cette équipe reste très très forte. Les recrues, c'est typique du RB Leipzig. Gros potentiel il peut y avoir l'étincelle tout de suite. Antonio Nusa, le Norvégien, énorme. C'est un joueur formidable. Milieu de terrain offensif, très fort. Il y a aussi des renforts. Le gardien de but Van de Voort, c'est du renfort. En défense, ça a été vu contre Leverkusen. Mathieu, il y a eu un match terrible, de très très haut niveau, de très très intense contre Leverkusen, la victoire à l'arrivée. C'est pour ça que Leipzig est dans le haut du classement déjà, avec une défense, certes, qui prend des buts, mais il y a une puissance qui se dégage, avec Castello Luqueba en défense, avec El Shaddai Bitsiabou du PSG, des joueurs puissants, athlétiques,
qui dégagent une aisance, voilà, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Ça avait une saveur de match revanche parce que l'an dernier, le match d'ouverture de la Bundesliga, c'était Ouais, Leverkusen contre Leipzig. exact. Et c'est là que Leverkusen avait commencé cette fameuse saison avec cette victoire un peu inattendue contre Leipzig, considérant que l'an dernier, on se disait c'est Leipzig qui devrait logiquement gagner ce match. Et on a l'impression que Leipzig l'a gardé en mémoire, ce match d'ouverture de l'an dernier. Il y avait un petit odeur de revanche parce que sur papier, Leverkusen avait dominé la rencontre quand même. Ouais, tout à fait. Alors, mais c'est exactement ça. Mais non, pour moi, il y a des choses très impressionnantes dans cet effectif, y compris les 5. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a un peu trop vite à l'esprit, que Leipzig prend des jeunes, les laisse partir pour quelques dizaines de millions d'euros et fait son business avec ça. Il y a quand même 5 joueurs de cette équipe qui sont des grands anciens. Youssouf Poulsen, évidemment, parmi eux, Lukas Klostermann en défense, il y a Peter Gulácsi, l'historique gardien hongrois. Il y a des joueurs comme ça qui sont là depuis longtemps et qui cimentent un peu aussi cette équipe. Et il y a toujours Xavi Simons qui a une grosse marge de progression et que le Paris Saint-Germain a encore prêté à Leipzig. Willy Orban en défense, c'est de l'historique. Et puis après, il y a du costaud. Nicolas Seiwald, milieu de terrain international autrichien, qui a commencé à s'installer à l'Euro aux côtés de Sabitzer, c'est fort. Christoph Baumgartner, un autre Autrichien, 9,5, est un joueur très solide. La filière autrichienne, toi qui aimes bien ce pays, la filière autrichienne, mais bon, Red Bull est autrichien, ça ne surprend pas. Oui, bien sûr. Oui, puis il y a une connexion avec Salzbourg, bien sûr. David Raum, arrière-gauche, très fort. Benjamin Henriks, c'est de l'international à droite. Kevin Campbell a marqué un but très important contre Leverkusen à 0-2. Et c'est un milieu de terrain encore de grande valeur. Tu as mentionné Simons. Et puis les deux attaquants hyper complémentaires en attaque. Loïs Openda. Qu'est-ce que c'est possible? Comment c'est possible que ce joueur soit pas titulaire en équipe de Belgique? C'est une dinguerie absolue. J'avoue que je ne l'ai jamais compris, celle-là encore. Bon, il y a des histoires humaines, sans doute. Et Benjamin Šeško, à la fois grand et technique, il y a beaucoup de complémentarité dans cette équipe. Ils sont forts, ils vont faire du mal en championnat, ils vont être dans les 3 premiers sans problème, de mon point de vue, je me mouille. Et puis en Ligue des Champions, ils vont faire du mal aussi, prendre des points à des adversaires de taille. Non, le RB Leipzig, c'est cohérent. Ils se sont installés dans une progression constante. Au début, on avait l'impression que c'était une machine à laver. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une vraie équipe crédible, qui est toujours détestée par une grande partie des supporters allemands parce qu'ils considèrent que c'est de l'artificiel, qu'il y a un gros investisseur derrière et que c'est du business. Mais sportivement, ça envoie. Et Leverkusen a été obligé de céder à la journée passée et a été obligé de concéder une défaite. Donc, gros client pour les 3 premières places, Mathieu, quoi qu'il arrive. Et on verra de belles choses encore de ce RB Leipzig en Ligue des Champions. Je ne leur prédis pas la victoire finale, bien sûr, mais c'est une équipe qui va encore faire du mal à beaucoup. Oui, puis on voit que la synergie Red Bull s'est bien organisée. Ici en Amérique du Nord, le Red Bull New York est relancé et c'est un ancien de la Bundesliga qui les entraîne, Sandro Schwarz. Et on sent que le style de jeu qui est un peu similaire d'un endroit à l'autre, il y a une logique derrière. Et cette logique, c'est Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, qui a mis ça en place il y a quelques années. Donc, on a pensé à ces éléments-là, c'est-à-dire le style de jeu, les types de joueurs qu'on voulait. Il y a à la fois la logique économique et la logique sportive. Ça a été bien réfléchi. On peut dire que c'est artificiel, mais au moins, on a travaillé en amont. Et ça, on ne peut pas l'enlever à cette organisation au niveau Red Bull. Il va falloir d'ailleurs espérer peut-être une amélioration de ce côté, parce que là, en Formule 1, ça commence à descendre un petit peu, par contre, de ce côté-là. Mais c'est un peu la réalité là, pour ce qui est du sport. Je vais parler d'une dernière équipe avant qu'on entre un peu dans les considérations générales pour conclure la fenêtre mercato de notre émission. Je veux qu'on parle du FC Heidenheim, qui a été l'autre surprise, la 3e surprise de la saison dernière. Et l'an dernier, le FC Heidenheim avait 3 joueurs qui ont vraiment mené cette équipe à une surprenante 9e ou 10e place au classement, je ne me souviens plus, mais ils étaient aux portes d'une qualification européenne avant le dernier match de la saison. C'était inattendu. Mais là, les 3 meilleurs joueurs de l'équipe sont tous partis. On a parlé de Jan Niklas Beste, cette magnifique patte gauche qui a été transférée pour seulement 8 millions d'euros. Franchement, on aurait pu le vendre plus cher à ce prix-là. Il est parti au Benfica, au Portugal. Ils vont l'aimer là-bas, je pense. Il y avait un joueur qui était en prêt, Eren Dingshi,
qui est retourné au Werder Bremen, mais qui l'a ensuite vendu à Fribourg pour 5 millions d'euros. Fribourg va peut-être l'aimer, c'est un des joueurs les plus rapides de la Bundesliga la saison dernière. Et, ma surprise aussi, l'attaquant Tim Kleindienst, attaquant costaud, qui peut tout faire, très, très, très... à un moindre niveau, il me rappelle, il me rappelle un peu ces grands attaquants allemands qui étaient doués au 6 mètres et qui pouvaient jouer de la tête et du pied, qui étaient assez complets. Et là, et c'est la grosse acquisition, la seule même grosse acquisition du Borussia Mönchengladbach. Et il a déjà marqué un but, je pense, avec sa nouvelle équipe. Et lui, il est parti pour, si je ne m'abuse, 7 millions d'euros. On ne les a pas vendus très cher. Et là, après 2 matchs en début de saison, malgré ses 3 meilleurs joueurs partis, Frank Schmidt, l'entraîneur qui est là depuis des lustres, 2 victoires en 2 matchs. Heidenheim va rester un mystère pour moi, David. Tu vends tes 3 meilleurs joueurs et tu continues de gagner des matchs. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé encore avec Heidenheim pour qu'en début de saison, Frank Schmidt ait encore la main heureuse avec cette équipe et que ça fonctionne encore et encore. Bon, c'est juste le début de saison, c'est encore très long, c'est un marathon, mais 2 victoires d'entrée de jeu comme ça, alors que tu perds tes 3 meilleurs joueurs, c'est quand même surprenant, avoue-le. Oui, conte de fées qu'est en train de vivre Heidenheim sans le côté glamour, parce que c'est pas glamour, hein, c'est une ville peu connue. Non, quand tu vois les matchs, c'est un petit stade, on se croirait dans un petit quartier. Là. On est loin des ambiances à Mönchengladbach, à Dortmund, dans les grandes villes allemandes. Là. Même à Hambourg, tiens, puisqu'on parle de Bien grandes villes. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais cet entraîneur qui est à 1000 lieues d'un entraîneur qui s'affiche, c'est un terrien, c'est un homme qui ne jure que par le travail, qui fait dans la discrétion, même si les suiveurs, les spécialistes ont bien compris qu'il était la clé de voûte de la réussite de ce club en ce moment. Ils sont dans un conte de fées. Une euphorie qui se prolonge avec la qualification européenne. Quand même, Heidenheim européen, c'est fort. Alors, c'est pas en Ligue des Champions, bien entendu, mais cette équipe, elle va donner du fil à retordre. Elle va être difficile à bouger pour plein d'adversaires européens cette saison. Elle est qualifiée désormais. Et puis, elle bénéficie quand même d'une excellente pioche avec la venue de Paul Wanner du Bayern, un petit jeune hyper talentueux qui a marqué dans le festival de la dernière fin de semaine le premier but des 4 buts contre Augsbourg, un derby là encore. C'est l'impression que cette équipe, c'est un peu l'anti-héros dans un roman. C'est-à-dire, il y a des romans où effectivement il y a le super-héros qui a toutes les qualités. Il y a aussi des romans où il y a l'anti-héros, mais ça marche quand même. Et là, on a l'impression que cette équipe, même, je vais vous faire, j'aime bien raisonner par l'absurde. On a la sensation que quels que soient les joueurs qu'on aligne, ça va tourner. Parce qu'il y a cette façon de jouer, il y a cette hargne collective d'aller chercher quelque chose alors qu'on attend que les gens qui regardent n'attendent rien. Et ça marche, quoi. Cette atmosphère, ce petit terrain, effectivement, ça rappelle un peu, c'est toute proportion gardée parce que la taille de la ville, la sociologie n'a rien à voir. Ça rappelle un peu l'histoire de l'Union de Berlin avec Urs Fischer, pardon, l'entraîneur suisse. C'est-à-dire un homme qui arrive à transcender un groupe, comme si c'était un peu un commando. Alors là, le truc, c'est que ça dure, quoi. Cet entraîneur-là était entraîneur dans les divisions inférieures, il est toujours là et ça marche toujours. C'est un très très bon signal quand même, Mathieu, à l'encontre d'un foot business. C'est pas du tout Manchester City, c'est pas du tout le Hertha Berlin non plus, c'est pas du tout le Real ou Chelsea. Et pourtant, 4-0 contre Augsbourg ce week-end et ils sont en tête de la Bundesliga après 2 journées. C'est génial, absolument génial. Heidenheim, voilà, moi, j'ai cité quand même Paul Wanner parce que c'est un excellent joueur, très talentueux, offensivement brillantissime. Et on l'avait très peu vu avec le Bayern parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes au Bayern à part être de la carrure d'un Musiala ou d'un Pavlovic et encore. Mais ça va être le monsieur plus de cette équipe. Et Heidenheim est encore dans la phase où il surprend.
On parlait tout à l'heure du VfB Stuttgart que tout le monde va attendre parce qu'il est vice-champion d'Allemagne. Heidenheim va encore déranger parce que lui ne se jette pas à l'attaque. Lui est rationnel dans son football. C'est très sur les équilibré. phases arrêtées, ils sont très forts. Absolument. Mais c'est vrai que tu avais une Yann Niklas Beste, il envoie la balle où il veut. Oui. Et tu avais un Tim Klein-Dane, c'est d'autres joueurs costauds avec les défenseurs qui sont des vrais tours à Heidenheim. Oui, avec des recettes très simples. Alors, sur coup franc, sur corner, ils étaient une menace permanente. Là, il y avait juste Fribourg qui était aussi fort dans ce département. Oui. Fribourg qui change d'entraîneur aussi après une douzaine d'années de Christian Streich. On va en reparler. Mais Heidenheim, je ne vois pas d'autres recettes que l'humilité, que le travail avec l'entraîneur, que le respect de préceptes, de principes. Contre des très gros, ça ne marche pas toujours. Ils sont parfois emportés par la vague contre des très très grosses équipes. Mais pour le reste, dès que c'est des écuries un peu moins fortes, là, ça marche. Et le match contre Augsbourg en est un exemple flagrant, éclatant. La sensation aussi que ça marche très très fort à la psychologie. C'est-à-dire que dès que ça commence à bien tourner, le but de Paul Vanner en début de match, derrière, ils sont indestructibles. Cette équipe de Heidenheim. Ça me fait penser, mais la comparaison n'est pas bonne par rapport au bassin de population, etc. Ce n'est pas une bonne comparaison, mais ça me fait penser un peu au Auxerre en France, le Auxerre qui marchait bien, avec des moyens réduits, avec une équipe modeste, mais qui en voulait beaucoup, avec un entraîneur qui ne lâchait absolument rien, qui allait lui-même presque chercher les ballons, qui passait par-dessus le filet dans les tribunes pour les récupérer parce que ça coûtait un peu d'argent. Enfin voilà, ça me fait penser un peu à ça, mais il y a plus de... Il y a un bassin de population plus large à Heidenheim, évidemment, dans le bas de Württemberg, limite bas de Württemberg, Bavière. On attend d'eux, encore cette saison, qu'ils soient bien, bien loin de la descente et que cette équipe fasse du mal et prenne des points contre plein, plein de terrains en Allemagne et quelques bonnes petites surprises en Europe. Allez, on en veut toujours plus. Question en rafale avec une réponse rapide, David. La première, selon toi, quel entraîneur, parce qu'on parle beaucoup de la valse des entraîneurs, toi et moi, dans nos émissions, selon toi, quel entraîneur va sauter en premier cette saison en Bundesliga ou va perdre son poste en premier? Alors, ça me fait très mal de dire ça parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui est délicieux dans l'échange humain. J'ai peur que Peter Zeidler avec Bochum, qui est un francophone super entraîneur, soit emporté peut-être par le manque de moyens de Bochum. Ils sont déjà avant-derniers et j'ai peur qu'il soit menacé assez vite, même si à Bochum, on l'a vu la saison dernière, on essaye de garder le plus longtemps possible l'entraîneur. Mais Peter Zeidler, si une défaite venait à arriver à la troisième journée, serait très vite fragilisé. Moi, c'est bizarre, je mise sur le même nom que l'an dernier, même si je me suis trompé. C'est Gerardo Sohan à Mönchengladbach. Surtout que j'ai d'apprendre qu'ils ont laissé partir un de leurs jeunes prometteurs, Manu Koné, pour 18 millions à la SROM. Ouais. Ça va, malgré l'acquisition de Tim Klein-Dane, ça va être dur. Puis j'ai l'impression que depuis la perte de leurs bons joueurs, notamment justement Marcus Thuram, qui est parti en Italie avec l'Inter Milan, cette équipe-là a perdu de sa saveur qu'elle avait autrefois. Et pourtant, c'est une grosse écurie en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. On le voit par les foules et l'ambiance qu'il y a là-bas et le magnifique stade que je vois régulièrement. Mais sur papier, cette équipe-là ne fait pas saliver. Et Gerardo Sohan, pour l'avoir vu comme entraîneur, j'ai l'impression que c'est pas l'homme de la situation, en tout cas pour ce qui est d'entraîner en Allemagne, je ne sais pas. Ça m'étonne qu'il soit encore là, d'ailleurs, après la saison décevante l'an dernier. Et ça risque d'être encore difficile cette année, malgré justement l'acquisition de Klein-Dane. Mais le départ de Koné, ça... J'ai l'impression que ça va faire un peu mal à cette équipe. Alors, c'est lui que je vois partir en premier, mais je peux encore me tromper, parce qu'encore une fois, tout est possible. Autre question. Tu as parlé de Julian Schuster, qui a succédé à Fribourg à un entraîneur mythique, Christian Streich, 12 ans en poste. On parlait des entraîneurs qui sont là depuis longtemps, mais qui ont instillé une identité, une empreinte tellement profonde que l'histoire du club en sera marquée à tout jamais. Et je pense que Christian Streich à Fribourg, un peu comme Frank Schmidt avec Heidenheim. Fribourg, on parle d'un petit marché, mais dans un stade magnifiquement situé dans la Forêt-Noire. Mais il n'y a pas une tête qui dépasse au niveau des joueurs. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de gros égos. Et Christian Streich,
arrive à les rendre combatifs année après année. C'est ce qu'il faisait pendant ces 12 ans qu'il était en poste. Je ne compte pas les années où il n'était pas entraîneur, mais qu'il était dans l'organisation et qu'il a donc contribué à construire cette organisation des pieds à la tête. Puis je sais que tu le connais, tu l'as rencontré à quelques reprises. Est-ce que Julian Schuster est l'homme qui va être capable de le remplacer et de maintenir, disons, Fribourg à un niveau compétitif selon toi? Complètement. C'est typique Fribourg avec la succession par un homme qui était déjà dans le staff, qui s'est mis dans les pas de son prédécesseur. Peut-être que Christian Streich, pour lequel nous avons, toi et moi, une grande considération par ses réussites des années passées, commençait à s'essouffler. Il l'a senti. Et c'est bien aussi de repartir avec un entraîneur jeune, avec peut-être un autre dynamisme, et toujours sans tête qui dépasse, même si Vincenzo Grifo est un très bon joueur milieu offensif, très intéressant, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est pas une star. Et la place actuelle de Fribourg, ils sont 10e, 2 journées encore une fois, donc c'est pas encore très significatif, mais peut correspondre à leur niveau. Peut-être ce sera un peu mieux, peut-être ce sera un peu moins bien. C'est pas une équipe qui va réussir des séries fracassantes, je crois pas. On peut leur souhaiter, mais il n'y a pas non plus des super vedettes, des très très gros talents. Mais il y a une continuité à l'image du staff, à l'image des joueurs qui sont restés. On retrouve quand même beaucoup les mêmes. Et c'est une équipe enfin, je la vois mal se démantibuler, se désarticuler et glisser vers le fond du classement. Je pense que c'est une équipe qui peut viser les petites fenêtres européennes par le bas. Intéressant, intéressant. Le Werder Bremen, l'an dernier, a connu une progression par rapport aux saisons précédentes où c'était une équipe qui était souvent en danger de relégation. On a pu respirer l'année dernière, on était en milieu de peloton, et on était même dans la course pour une place européenne. Est-ce que ça va se poursuivre, cette progression du côté du Werder Bremen cette année, étant donné la stabilité au sein de l'effectif après le mercato? Hein? Il n'y a pas eu de grands mouvements, mais il y a une certaine stabilité. Les bons joueurs qui sont avec le Werder Bremen sont restés. Ole Werner est en poste. Est-ce que donc cette équipe-là a encore de la marge pour progresser ou rester, disons, là, largement au-dessus de la ligne rouge, comme l'an dernier? Oui, mais c'est ça. C'est progression très raisonnable. Le 0-0 contre Dortmund est complètement mérité en ce début de saison. 2-2 à l'extérieur à Augsbourg. Et c'est une équipe, le truc, c'est qu'il y a une pression parce que le Werder Bremen a quand même carburé très fort il y a 10, 15, 20 ans. C'est une équipe qui a gagné la Coupe d'Europe contre Monaco dans les années 90. C'est une équipe qui a été le rival du Bayern avec, à l'époque de Johan Mikou. C'est une équipe qui a un public qui attend quelque chose de plus que le maintien. Et l'entraîneur l'a dit en début de saison, il a dit « Je sens bien qu'ici, dans la Hanse, dans le nord de l'Allemagne, au Werder Bremen, on voudrait plus que le simple maintien. » Donc c'est ce qu'ils vont essayer de viser. Est-ce que ça suffira pour aller chercher l'Europe? Peut-être. Pour l'instant, c'est correct. Et c'est une équipe qui, effectivement, trouve enfin un peu de stabilité. C'est pas mal parce qu'il y a eu quand même une période, après la période faste que je viens de mentionner, il y a eu quand même une période où l'équipe prenait 3, 4, 5, 6, 7 buts par match par moment. Et on a l'impression que c'est un peu plus rationnel aujourd'hui, que l'entraîneur a une forme d'autorité, qu'il est accepté par sa direction et par ses joueurs. Et le Werder Bremen, c'est pas mal, avec quelques bons joueurs. Je pense à Agou, notamment, sur le côté, en défense, qui est un joueur intéressant offensivement. C'est pour en citer un, simplement. Oui, équipe de milieu de tableau de Bundesliga. Je trouve que le Werder Bremen, de toute manière, est une équipe de première division allemande. De là à espérer plus que la 7, 8, 9, 10e place, ça va être quand même compliqué. Est-ce que le FC Hoffenheim n'est pas à risque de descendre un peu au classement par rapport à sa position de l'an dernier? Parce que non seulement cette équipe-là a perdu ses 2 attaquants titulaires, en Max Bayer et Wout Weghorst, qui sont partis, et on ne connaît pas tout à fait exactement qui va vraiment les remplacer. On n'a pas de certitude sur ce plan. Mais en plus, l'an dernier, c'était une des équipes qui concédait le plus de tirs au but, qui concédait beaucoup de buts. Ils ont un excellent gardien en Oliver Baumann, mais c'est aussi un des gardiens les plus bombardés de la Ligue. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas corrigé ce problème non plus. Est-ce qu'Offenheim n'est pas à risque justement de descendre au classement à cause non seulement de ses départs en attaque, mais du fait qu'on n'ait peut-être pas corrigé cette lacune en défense? Ouais, le ressenti, c'est que c'est un peu le même niveau que les 2 équipes qu'on vient de mentionner. La recrue de Adam Lošek en attaque, le Tchèque, international tchèque, qui vient de
du Bayer Leverkusen, c'est quand même pas mal. Il aspire à mieux que ce qu'il a eu récemment, c'est-à-dire un temps de jeu réduit. Donc Loschek, je pense qu'avec avec Hoffenheim, il va avoir du temps de jeu. Kramaric reste un magicien incroyable derrière, c'est le meilleur buteur du championnat dans ce début de saison. Il y a une stabilité avec Poguma, avec Kader Jabek, avec Grisha Prömel, avec Grilic, l'international autrichien en milieu de terrain. Si Kramaric garde son énergie, sa forme, et si Loschek commence à marquer des buts régulièrement avec Hoffenheim, ça peut être quand même une bonne petite équipe de milieu haut de tableau. C'est un peu le même standing, le même étiage, me semble-t-il, que les deux qu'on a cités précédemment. Alors, il y en a peut-être une qui va se détacher, mais Hoffenheim me paraît armé aussi quand même, Mathieu, pour être loin des places de relégation et la deuxième partie du classement. On a parlé tantôt, en début d'émission, en fait, tu as souligné l'arrivée de Holstein Kiel et du FC St. Pauli, deux équipes qui n'avaient jamais rejoint la première division avant cette année. Crois-tu à leur chance de se maintenir? Voilà, une question abrupte et une réponse abrupte, non. Mais on la pose à chaque année, David, Oui, presque, oui, oui, oui. Non, par mais bien rapport aux sûr. nouveaux venus. Et il faut parler de ces équipes-là, des fois. Alors là, on va avoir très vite. Alors là, il y a la trêve internationale, hein, bien sûr, Allemagne-Hongrie et Allemagne-Pays-Bas, mais on va avoir très vite derrière une façon pour Holstein Kiel de se montrer. Ça va être contre le FC Bayern, prochaine journée. Donc ça, on va savoir. Et Saint-Pauli, le point commun de ces deux équipes, c'est que on vient avec des moyens de deuxième division. Donc ce sont des équipes qui sont montées de manière très légitime. De toute manière, sportivement, il n'y a pas, il y a pas à se cacher, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de trahison, il n'y a pas de piège. Ils sont montés sportivement, aucun souci là-dessus. Mais derrière, pour se maintenir, c'est court. C'est un peu comme Borum, qui a réussi lui à se maintenir l'année où il est monté. C'était le plus difficile. C'est leur défi de cette saison. C'est le défi affiché, assumé. Et pour les deux qui sont en queue de classement pour l'instant, il va falloir réussir une petite série pour trouver une surmotivation, pour se transcender, parce que je pense que c'est un peu tendre pour vraiment avoir de l'espoir dans cette Bundesliga. On espère se tromper, parce que le Schleswig-Holstein, qui est la région d'Holstein-Kiel, c'est la première fois qu'il monte à ce niveau, cette région-là, donc la ville aussi a fortiori. C'est une grande ville du Nord-Est. On aimerait bien qu'elle se maintienne. Et puis un club de Hambourg. Le HSV voudrait bien monter enfin aussi de deuxième division en fin de saison qui commence. Mais pour l'instant, Saint-Pauli, c'est le club de Hambourg qui est en première division. Donc on aimerait bien là aussi que Hambourg y reste, parce que c'est quand même l'une des 2-3 plus grandes villes du pays. Sportivement, c'est court. Je suis prudent parce que j'ai pas repéré d'arguments suffisants pour ces deux équipes pour rivaliser et pour vraiment déranger les adversaires de Bundesliga. Ce sont des candidats à la descente. Et Hambourg revient encore dans la conversation, comme à chaque fois avec toi. C'est formidable. vrai. C'est formidable. On revient toujours avec ce club et avec, Et c'est une avec très grande Hambourg. ville. C'est une très grande ville. Oui, oui. Puis en dehors du foot, bien sûr, j'apprends des choses intéressantes, notamment dans mes lectures ou autres. Et puis je lisais qu'Hambourg est une ville formidable pour beaucoup d'autres choses. Alors voilà, c'est ce qu'on leur souhaite de remonter un jour. On a l'impression qu'ils sont un peu malchanceux. Hein. Il y a quelque chose de maudit parfois avec cette équipe. Oui. Et là, j'ai une dernière question à rafale avant d'aborder la dernière question officielle de l'émission. Est-ce que Mayence, qui joue avec le feu année après année, qui flirte toujours avec la ligne rouge, mais qui s'en sort toujours dans le dernier droit de chaque saison avec une poussée qui les amène en dehors de la relégation, mais là, ils ont vendu leur jeune sensation Brian Gruda à Brighton pour 30 millions d'euros. Je pense pas qu'on l'a remplacé d'ailleurs, étant donné les moyens financiers à Mayence, qui a changé 2 fois d'entraîneur l'an dernier, si je peux me permettre de le rappeler. Mais là, est-ce que c'est pas l'année où on ne risque pas justement d'être dans la zone de relégation cette fois pour Mayence? Ben, ça va dépendre de la capacité des joueurs qui sont censés assumer des responsabilités à les assumer réellement. Burkhardt en attaque, un très bon attaquant, il doit marquer des buts. Onisiwo, Lee, derrière lui, sont des bons joueurs, doivent aussi être des pourvoyeurs de ballons. Nadim Amiri, très bon milieu de terrain, international, allemand, a marqué dans le match nul contre Union Berlin, par exemple, doit prendre des responsabilités en milieu de terrain, doit assumer son rôle de chef du milieu de terrain. Et puis, autour de ces joueurs-là, il y a quand même quelques joueurs un peu bien installés, comme Kor, comme Anke Olsen. Le gardien de Zentner est un bon gardien de Bundesliga. Donc voilà, je vous ai annoncé là quelques éléments sur le 11 titulaire
qui doivent permettre à Mayence, si les joueurs assument un statut de Bundesligiste, comme on dit en Allemagne, qui doit permettre à Mayence de naviguer tranquillement dans la Bundesliga de cette saison. C'est quand même une belle équipe, un peu inférieure aux grosses écuries qu'on a l'habitude de mentionner dans chacun de nos podcasts, mais ils sont quand même pas mal. Dani Da Costa, Barkok, Stefan Bell sont quand même des bons joueurs et ça doit pouvoir se maintenir sans trop de difficultés, en théorie, en tout cas par rapport à la valeur sportive de tous ces messieurs. Et là, on va aborder en partie la Ligue des champions, mais surtout le Bayer Leverkusen pour conclure cette émission, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de conclure avec le champion en titre. Mais je vais faire le lien avec la Ligue des champions, étant donné le changement du format de compétition. Ça va nous permettre d'en parler pour conclure l'émission aussi. J'aime bien faire ce genre de transition. Ce qui a marqué le Bayer Leverkusen pendant le mercato, c'est la stabilité. Déjà, je pense, le fait que Florian Wirtz et Xabi Alonso, l'entraîneur, aient annoncé très tôt vouloir rester avec le Bayer Leverkusen, ça a marqué le pas pour la suite des choses. En fait, ça a tracé une ligne directrice et pratiquement tout le monde est resté. Les joueurs qui sont partis, tu as parlé d'Adam Lozek, mais c'était un attaquant substitut. Ah oui. Odilon Kosonou, qui a été vendu à l'Atalanta Bergame, défenseur également substitut. Et parmi les arrivants, on va chercher Martin Terrier à Rennes, de même que Genuel Bellossian, toujours à Rennes aussi. Et on va chercher Alex Garcia à Gérone, l'une des équipes surprises en Espagne l'an dernier. Moi, ce que je note, c'est pas juste la stabilité, c'est que dans les 3 joueurs que je viens de mentionner qu'on est allé chercher, on sent encore une fois la patte et l'influence de l'entraîneur qui va chercher des joueurs qui sent qu'ils peuvent se fondre avec ce que lui veut instaurer comme identité de jeu avec son équipe pour la pousser plus loin. Et un peu le profil en partie revanchard de certains de ces joueurs-là. Martin Terrier avait été blessé, mais on sait que c'est un bon joueur. Étant donné son nom, pour axer la référence littéraire, on pense au roman de Jean-Patrick Manchette avec ce personnage qui s'appelait Martin Terrier, la position du tireur couché. Et c'est un peu ce qu'il était aussi comme attaquant. Alors, bon, il a eu un carton rouge à son premier match, mais on ne va pas lui en tirer rigueur pour ça. Ça veut donc dire que déjà, Xabi Alonso lui fait confiance. Alex Garcia a montré des choses intéressantes déjà dans ses premières minutes avec les Leverkusen aussi. Et on a perdu un match très tôt cette saison, ce qui, selon moi, mentalement, va libérer les joueurs d'une pression d'une saison parfaite. Alors moi, je m'attends à ce que les Leverkusen soient encore dans la course pour le titre et même le gagner pour une deuxième fois de suite parce que j'ai l'impression que dans la tête de Xabi Alonso, il planifie vers où il veut s'en aller, c'est clair. Et la stabilité donc de son club et d'aller chercher peut-être un autre titre en fait partie. Mais je vais rajouter un autre élément, c'est la Ligue des champions. Parce que là, cette fois, le Bayer Leverkusen entre dans la Ligue des champions ou revient dans la Ligue des champions, mais dans un nouveau format qui est particulier. Et là, c'est là que ça va être intéressant parce que tout le monde va regarder du côté de Leverkusen pour voir est-ce que cette équipe-là qui l'an dernier a épaté la galerie en Europe avec sa saison sans défaite a les moyens de rivaliser avec des grosses cylindries comme le Real Madrid, comme Manchester City, le Paris Saint-Germain, peu importe, des grosses cylindries en Europe. Alors, ma question, elle est double. Xabi Alonso, qui planifie tout dans sa tête, selon moi, comme le milieu de terrain avec le QI foot qu'il avait, penses-tu qu'avec la stabilité qui est en place avec son équipe et les quelques acquisitions qu'il a fait, puis les départs, tu as parlé de Jonathan Tah qui est resté en poste, notamment, donc, et les départs, selon moi, qui n'auront pas une grande influence, est-ce que le Bayer Leverkusen, oublions les records avec les saisons parfaites et tout ça, est-ce que le Bayer Leverkusen, donc, peut à la fois en Allemagne et en Europe, avec la Ligue des champions, montrer via Xabi Alonso qu'ils ont les moyens d'une certaine ambition pour aller plus loin pour la saison 2024-2025 sur 2 tableaux? Ouais, c'est une des très grandes questions de la saison, bien sûr, qui implique fallait conclure avec ça. Oui, ça implique quelques individus dont on va parler dans une seconde, mais globalement, l'équipe est restée très forte. Évidemment, elle est restée très forte, le système est le même, et la charge de travail va être la même, puisqu'ils sont allés en finale de Ligue Europa la saison dernière, donc il va y avoir 4 matchs de plus, peut-être, s'ils vont loin, mais en gros, c'est la même charge de travail, et ils sont allés aussi gagner la finale de la Coupe d'Allemagne la saison dernière, donc il n'y aura pas plus de charge de calendrier cette saison, à peu près la même. La difficulté, elle est double, à mon avis. Elle est collective. Les adversaires vont les attendre avec les crocs systématiquement chaque semaine. On le dit, mais c'est évident.
Et donc, on l'a vu avec le J'ai RB l'impression que Leipzig. ça va être le message de l'entraîneur cette année. Oui, oui. Donc, il va falloir faire face à ça parce que ça va nécessiter de l'énergie. Que Wirtz fasse des différences, c'est une évidence, mais il a aussi fatigué malgré son jeune âge en fin de saison dernière. Mais heureusement, Et il n'est pas tout seul avec l'équipe. Ça, c'est oui, une chose oui, qu'il faut noter. Et on a remarqué que Xabi Alonso ne mise pas sur la dépendance d'un joueur non plus. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est juste. C'est une machine, effectivement un collectif de jeu formidable et ça marche très bien, même si on enlève quelqu'un, y compris quand ils ont été à 10, comme ça a été le cas avec l'expulsion de Martin Terrier il y a quelques temps. Puis Moi, ma l'an question. dernier, la blessure à Victor Boniface n'a pas affecté l'équipe non plus, Oui, malgré exact. qu'il ait fait un apport important. Oui, mais malgré ça, il va quand même y avoir une question à très haut niveau, c'est-à-dire, très haut niveau, ça veut dire garder le titre de champion d'Allemagne et rivaliser en Ligue des Champions pour continuer vers les huitièmes, vers les quarts de finale. Il va y avoir des questions individuelles. Est-ce que Victor Boniface est un excellent attaquant ou pas? Question posée pour la saison. Est-ce que Patrick Schick, qui peut jouer à sa place ou éventuellement avec lui, mais c'est un système que ne privilégiait pas Xabi Alonso, est un attaquant de premier plan, l'international tchèque? Question qui va courir sur la saison. Est-ce que Florian Wirtz va garder son peps et sa motivation? Question qui va courir sur la saison. Est-ce que Xhaka, Andrich, Grimaldo, Aleix Garcia au milieu de terrain? Ça, je pense que oui, mais on va voir. Ben, Ça- en tout cas, Xhaka, en début de saison, il est reparti sur la même note que Oui, l'an dernier. absolument. Est-ce que ça va continuer cette solidité? Est-ce qu'ils vont la garder? On a la sensation que oui, les éléments sont restés en tout cas. Et puis, la défense. Là aussi, on a les mêmes. Tapsoba, Jonathan Ta, Hincapié, par exemple, pour citer un trident possible. C'est très fort, c'est très bon, mais il y a eu quand même pas mal de buts encaissés déjà en début de saison. Donc, équipe très stable, très fiable, une vraie longévité, une vraie continuité. Un entraîneur qui a gardé ses ingrédients. Est-ce qu'ils vont pas être un peu, comment dire, repus ce collectif-là, je ne pense pas parce qu'il y a des nouvelles échéances qui arrivent, parce qu'on va devoir Non, lutter. non. Ben, tu parlais de Victor Boniface. Avec ce qui arrive avec la saga de Victor Osimhen en Europe, Victor Boniface, lui, dans sa tête, il se dit j'ai une possibilité d'être l'attaquant numéro 1 pour le Nigeria Ah en oui, sélection nationale. ah oui. Alors, lui, il n'a pas intérêt à relâcher la pédale de l'accélérateur. Voilà. Bon, après la compétitivité au très haut niveau, voilà, j'ai questionné quelques joueurs. Est-ce que Amin Adli peut faire encore un peu mieux en attaque? Est-ce que Nathan Tella peut apporter plus? Le formidable latéral qui a remplacé Frimpong par-ci par-là peut apporter un peu plus? Est-ce que Martin Terrier va pleinement s'intégrer? Voilà, des petites questions qui semblent dont la réponse semble aller de soi, ça va se poser dans les prochaines semaines quand même. Mais on a un client, évidemment, on a un candidat évident à une des trois premières places en championnat. Garder le titre, c'est ce qu'estiment la plupart des observateurs. Attention à Leipzig, Bayern et à un degré moindre Dortmund, Leverkusen. Et ça, c'est super pour nous. On va avoir quand même une grosse adversité cette saison, très vite, puisqu'il a déjà perdu un match, on le rappelle, hein, contre Leipzig, très spectaculaire, mais il a des adversaires à sa hauteur et ça, c'est bien. Oui, il n'y aura pas de saison d'invaincus cette année. Alors, les autres équipes vont en perdre des matchs, peut-être pas beaucoup, mais tu as dit le bon mot, tu as le mot juste. Compétition, ça va être très intéressant, mais je pense qu'ils en ont conscience. Et ce qui me rassure, c'est que dans les premiers matchs de Leverkusen, oui, bon, c'est le début de saison, la fluidité n'est pas entièrement là, mais c'est une équipe qui laisse très peu de déchets techniques à l'adversaire. Et plus la saison va avancer, plus ça va être payant, je pense, pour cette équipe. Même si on ne gagne pas le titre à l'arrivée, on ne sait jamais, mais par rapport aux ambitions ou la ligne qu'on veut tracer, ça annonce quand même de bon augure. Rapidement, David, le nouveau format de la Ligue des Champions, on a 5 équipes allemandes dans ce nouveau format. Comment tu sens les choses pour les équipes allemandes dans ce nouveau format de la Ligue des Champions? Brièvement, pour conclure. Oui, alors il y a une grosse adversité. On n'a pas encore de visibilité sur cette nouvelle formule. On se souvient il y a quelques années quand il y avait eu deux phases de poules successives. Finalement, au bout de très peu de temps, on était revenu à une formule différente. Donc là, on va voir si ça prend. Des gros matchs très vite, de sacrés adversaires, des adversaires français, des adversaires anglais, des adversaires espagnols, bien sûr. C'est un peu différent, donc on a moins le temps de prendre pied et il va y avoir tout de suite des gros matchs. Ouais, ces équipes-là, toutes celles qu'on a auscultées là, qui sont dans la Ligue des Champions,
Le Bayern, RB Leipzig, Dortmund, Leverkusen peuvent rivaliser contre n'importe qui à n'importe quel moment de la saison. Il va falloir confirmer les belles impressions laissées la saison dernière, parce que les clubs allemands sont allés loin. Dortmund en finale de Ligue des Champions, Leverkusen en finale de Ligue Europa. Le Bayern était pas loin contre le Real, pas loin du tout. Et il faut confirmer maintenant ces belles dispositions, avec peut-être une ou deux belles surprises aussi. Pourquoi Heidenheim n'irait pas gagner un ou deux matchs et ne provoquerait pas chez nous une espèce d'hilarité et d'euphorie qui serait bonne d'entretenir toute la saison? Oui, je suis confiant sur la réussite des clubs allemands. En tout cas, on va voir de belles choses aussi sur la scène européenne parce qu'elle n'est jamais négligée par les clubs allemands, cette scène européenne. Excellent, David, et on se retrouve dans un mois pour parler de tout ça. Et encore une fois, je te remercie pour ta contribution, la profondeur de tes analyses et de tes observations. Et ce sera avec plaisir qu'on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, Mathieu. Profitez des matchs internationaux aussi, parce qu'on attend une Allemagne revenir au meilleur niveau européen. Et puis le championnat, chaque semaine, va nous donner beaucoup de panache cette saison. Ça a commencé très fort, vous avez vu. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Et je vous rappelle, avant de vous quitter, que nous sommes à la recherche d'un commanditaire. Si vous nous écoutez et que vous avez des tuyaux pour nous, parce qu'on veut faire porter cette émission-là davantage un petit peu plus loin. Donc, on a travaillé un peu cet été à commencer notre quête. Je sais que c'est une question de patience, mais si vous avez des pistes pour nous, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça va nous faire plaisir. On est très réceptifs et on est à l'écoute. Alors, d'ici là, je vous rappelle que vous pouvez écouter le podcast Le Balado sur YouTube, ainsi qu'en audio sur des plateformes comme Spotify, bien sûr, de même que Spreaker, Deezer, Google Art Radio, ainsi que d'autres plateformes. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay et en mon nom et à celui de David Lartolari, je vous dis au revoir et à très bientôt.